En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Les gars, on voulait vous parler de Monsieur BJ Penn. Ça fait un petit moment qu'on vous dit qu'on est assez inquiet pour lui. Et puis, c'est bien, c'est que ça, c'est en résonance avec le podcast qu'il y a eu entre Joe Rogan et Antonio Brown, véritable légende de la NFL, qui aujourd'hui a son propre réseau, sa propre plateforme City ESPN, en référence à ESPN, le plus gros média sportif du monde, et City E, qui est une maladie neurodégénérative dont souffrent beaucoup d'athlètes de sport de combat et surtout en NFL. Et là, c'est vrai que BJ Penn, les infos sont assez inquiétantes. Je sais pas si Rusty, tu veux directement entrer dans le vif du sujet. C'est au-delà d'inquiétant. Ouais, pour vous dire. Donc là, c'est l'intro. Donc en attendant, on va passer juste après le générique. Mais là, il en est BJ Penn au point où, j'en ai ma recharge, au point où quand il est avec sa mère qui a 79 ans, il fait des stories pour dire ça n'est pas ma mère, c'est un clone payé par le gouvernement. Enfin, en gros, il ne reconnaît plus sa propre mère en fait, et il a des théories du complot pour. Mais c'est comment dire, ça n'est même plus effectivement qu'il a du mal avec certains trucs, comme par exemple Shane Carwin, du mal à faire ses lacets parce qu'il y a des problèmes psychomoteurs ou quoi. C'est que là, il en est vraiment au point où il ne voit même plus la réalité. C'est ultra chaud, puisque les gens commencent en fait à avoir peur qu'ils s'en prennent à sa mère, puisque lui-même le dit implicitement que si ça continue, en fait, il va devoir être violent en fait. C'est ultra chaud. C'est parti, générique. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code la sueur 10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Et oui, et le plus inquiétant avec ça, c'est que c'est pas comme si... Comment ? Dans tous les cas, c'est gravissime, mais je veux dire, BJ Penn combattait il y a pas si longtemps que ça, aussi. Bah ouais, dernier combat qu'il a fait, c'était en 2019, effectivement, c'était il y a 6 ans, donc c'était pas en 2000 quoi, mais voilà, c'est quelqu'un qui toute sa carrière a été connu comme ayant un très gros menton, et donc il pouvait prendre de grosses punitions sans jamais tomber. Alors oui, ça a un avantage dans ta carrière dans le sens où tu prends pas de KO. Le gros problème, c'est que ton cerveau, il fait quand même le rodéo à l'intérieur de ton crâne, et que donc... tout le monde qui fait des sports de combat et qui prend des gros chocs sera, c'est à crédit, donc ton cerveau, donc tu seras affecté de manière plus ou moins grave. Mais disons que voilà, c'est pas un hasard si Nick Diaz, Tony Ferguson, BJ Penn, Gary Goodridge, Shane Carwin en son temps, c'est pas un hasard si ces gars-là sont des têtes de pont de problèmes majeurs et visibles. Alors que ça fait pas si longtemps qu'ils ont arrêté de combattre, c'est parce que ce sont des gars qui prenaient des énormes toises. Pour Shane Carwin, c'était pas forcément en combat, même si ça a participé, c'était surtout à l'entraînement, puisqu'il faisait des guerres et des guerres à l'entraînement. Et voilà, pour BJ Penn, on en est là. Alors, ce qu'il faut savoir pour BJ Penn, est-ce que tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on liste un petit peu ce qui se passe ? Complètement, et puis surtout, BJ Penn, les gars, ce qui est aussi terrible, c'est que l'UFC avait purement et simplement arrêté de lui filer des combats alors qu'il était sur une série, ça partait en mode Tony Ferguson, pas à cause de sa série de défaites à l'UFC, mais parce qu'il s'était pris un KO lors d'un street fight, et où là les gens s'étaient dit peut-être qu'il n'a tout simplement plus rien à faire dans la cage. C'est ça. Et c'est vrai que même avant ça, donc si vous allez regarder la carte BJ Penn, il faut savoir que c'est vraiment un des meilleurs. À l'époque, c'était vraiment vu comme un des meilleurs de tous les temps, parce qu'il était dans plein de catégories de poids différentes. Il n'hésitait pas à combattre, mais il avait combattu Lyoto Machida en poids lourd. Il a combattu jusqu'en featherweight, en moins de 66 kilos. Et sauf que la fin de sa carrière, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combats sans victoire. 8 combats sans victoire, et il a été mis TKO plusieurs fois, donc arrêt de l'arbitre. Il prenait vraiment très très cher, et effectivement au moment où il y a eu ce chaos dans la rue, ça n'allait déjà plus du tout dans sa carrière, et c'était juste parce que c'était une légende de l'UFC qu'il était encore là. Mais voilà, pour ce qui se passe en ce moment, il y a le MMA Junkie a fait un verbatim de ce que dit BJ Penn dans sa story. Donc je vais vous lire exactement ce que BJ Penn disait
en filmant en même temps sa mère qui était dans la cuisine et qui faisait la cuisine ou je sais pas quoi. Et en gros, il disait, cette femme, regardez-la, elle se comporte comme ma mère de 79 ans, mais ça n'est pas ma mère de 79 ans. Et c'est intéressant quand on tape Lauren Abil, en gros, sa mère s'appelle Lauren Shin. Quand on tape Lauren Abil sur Google, notre maison apparaît parce que cette femme se comporte comme Lauren Inoue. En gros, mais si vous rentrez dans le rabbit hole, comme disent les Anglais, en fait, vous allez regarder un petit peu de quoi il parle. C'est n'importe quoi. C'est pas comme si on était sur un truc potentiellement réel, je sais pas, enfin Epstein ou des trucs comme ça. Là, c'est du n'importe quoi total. En fait, tu vois qu'il a complètement perdu grip avec la réalité parce que vous pouvez aller voir ce qu'il raconte et vous pouvez voir vous-même que c'est faux. Et ensuite, il dit, voilà, elle essaie de tout me voler et ce n'est pas ma mère. Et j'en parle parce qu'elle a dit qu'elle va prendre un avocat à essayer de faire quelque chose. Elle essaie de me jeter dehors et si je l'attaque, elle essaiera de faire autre chose, une ordonnance de restriction ou autre chose. Et en gros, il dit, voilà, quand on est rendu à dire si je l'attaque, elle va faire un truc, c'est que donc tu as quand même l'idée d'attaquer cette femme dont tu penses que ce n'est même plus ta propre mère. Enfin, c'est assez hardcore de fou, tu vois. Et apparemment, ça, c'est un trouble qui est établi en psychologie, je crois que c'est psychologie clinique ou quoi, mais en gros, c'est un truc qui arrive effectivement, qui peut être lié à une maladie neurodégénérative, c'est qu'en fait, tu ne reconnais plus tes proches et tu es persuadé, en fait, tu entres dans une espèce de psychose où tu es persuadé que, dans le cas de BJ Penn, il pense que c'est une agente du gouvernement. Mais on rappelle, hein, là, voilà, on va commencer. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, qui est l'événement le plus récent qui nous a donné envie de faire le podcast, parce que c'est quand même très, très chaud. On rappelle aussi qu'il a expliqué que le chaos de Ilia Topuria sur Max Holloway, que c'était en fait la faute de la CIA. Max Holloway, vous allez voir, c'est quelque chose. Ilia Topuria, CIA, BJ Penn. Je pense qu'on va tomber. Voilà, BJJ, tac, c'est parti. BJ Penn assure que la raison pour laquelle Max Holloway a été mis KO par Ilia Topuria, c'est à cause de la CIA. Et là, en gros. Non, arrête. Quoi? Arrête. Mais non, mais c'est ça qui m'agace un peu là. Faut pas être naïf. Ça. Quoi? Ouais. Non, donc vas-y, en gros, vas-y. voilà, il explique que c'est potentiellement là, c'est parce que c'est à cause de la CIA. Et alors voilà, ça c'est les trucs les plus récents. Maintenant, il faut savoir que depuis les 10 dernières années déjà, donc quand il était encore un combattant actif, il y avait déjà des très très gros problèmes. Il faut savoir qu'il y a une femme avec laquelle il a passé plus de 10 ans, qui est donc son ex-femme et qui a demandé depuis il y a quelques années une ordonnance restrictive contre BJ Penn et qu'il a obtenu. Mais alors je ne sais pas à quel point c'est difficile et là on va garder en tête que ce sont des choses que son ex-femme a dites. J'imagine que si elle a obtenu son ordonnance restrictive, c'est qu'elle a donné au juge des vraies raisons de l'obtenir. Mais en tout cas, de ce que disait son ex-femme, c'était qu'en gros, c'était un addict à la drogue, notamment la cocaïne, qu'il était violent, non seulement violent verbalement, mais violent physiquement et violent sexuellement, dans le sens où il l'aurait agressé sexuellement quand ils étaient ensemble pendant une dizaine d'années. Il aurait essayé de la forcer à avoir des relations avec d'autres hommes. C'est ça, donc son ex-femme qui explique, et ça c'est hardcore, mais voilà, c'est elle qui le dit, que sa propre fille, à BJ Penn, de laquelle je crois qu'ils avaient une garde alternée, avait dit à sa mère: je préfère sauter du balcon que retourner avec mon père BJ Penn. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait encore Ouais, voilà. En gros, elle explique que elle a obtenu son ordonnance restrictive, mais que pendant longtemps, elle n'a pas osé parler puisque elle avait, je cite, elle craignait pour la sécurité de sa vie et de ses enfants parce que à cause de l'influence aussi qu'il avait sur mes enfants et à cause de son nom, de sa réputation et du contrôle qu'il a exercé sur ma vie, j'avais peur. Et on rappelle effectivement qu'à Hawaï, il était vu comme une légende vivante, BJ Penn, et maintenant que ses soucis commencent à sortir, c'est clairement beaucoup moins. Il est plus respecté, mais il l'était avant énormément. C'était vu comme un demi-dieu à Hawaï. En plus de ça, il s'était présenté, je crois, pour devenir gouverneur de Hawaï. Bon, ça n'avait pas marché, mais en tout cas, il s'était présenté. Enfin, ça veut vraiment dire à quel point il était
non seulement vu comme quelqu'un d'extrêmement révéré et spécial à Hawaï, mais en plus de ça, visiblement, il avait les mains dans la politique de l'île et dans la politique de Hawaï. Et donc, effectivement, c'est pour ça que sa femme avait dit, elle a jamais osé faire quoi que ce soit parce qu'elle s'était dit, je m'attaque à quelqu'un qui... Tu t'attaques à un monument de ton île et que probablement que les gens auraient dit qu'elle était folle, etc. Ensuite, à côté de ça, de toute façon, ça, ce qu'on savait, c'est tous les problèmes avec la justice qu'il avait eu, mais ça qui étaient, comment dire, qui ont été bien réels et qui ont été documentés par la police d'Hawaï. Et notamment des cas où on l'avait vu, voilà, comme tu l'avais rappelé, se battre avec des videurs hors de boîte de nuit plusieurs fois à Hawaï. Il avait été chopé en état d'ivresse au volant quelques fois aussi. Des menaces, des trucs comme ça. Donc, depuis ces 10 dernières années, c'est pas la première fois qu'il avait affaire à la justice. C'est pas. Après, pour ce qui est des bagarres en dehors des boîtes de nuit, etc., c'est pas en mode c'est normal, mais c'est comment dire. Ça, c'est pas le truc que je retiendrai le plus parce que apparemment, c'est comme lorsque j'avais fait un documentaire sur le Daghestan. En gros, j'avais fait pas mal de recherches aussi sur Hawaï. C'est exactement la même culture en fait. Tout le monde se bat tout le temps là-bas et c'est normal, c'est la vie en fait, c'est la routine que de se battre tout le temps dès que tu as un problème. Donc à la limite ça pourquoi pas. Maintenant voilà, c'est tous les problèmes qu'il a eu avec ses ex-femmes, etc. Il y a Nick Lentz aussi qui est un ancien combattant UFC qui avait été s'entraîner avec BJ Penn et qui lui aussi à l'époque où c'était là tout ça commence à sortir. Donc maintenant, entre guillemets, je pense, pas de guillemets, je sais pas pourquoi je viens les foutre là, mais tous les gens vont petit à petit probablement arriver avec leurs histoires avec BJ Penn. Nick Lentz, lui, c'était il y a des années et des années, c'était quand BJ Penn, c'était encore un monument et c'était encore une légende vivante et auquel, quand tu t'en prends à lui, grosso modo, probablement que beaucoup de gens seront en mode, ouais, mais tu dis ça parce que t'es jaloux et machin. Et à l'époque, déjà, Nick Lentz, donc, était venu à Hawaï pour faire un camp d'entraînement avec BJ Penn et il avait dit à Ariel Helwani, la manière dont il se comporte déjà c'est très 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 borderline avec les gens. En plus de ça, ça n'engage que moi, enfin c'est Nick Lentz qui avait dit ça, tu vois, mais ça n'engage que moi, mais je vois bien qu'il est complètement accro à la drogue par son comportement erratique. Donc en fait, maintenant qu'on a dit tout ça, oui, il y a la présomption d'innocence quand il y a par exemple quand il y a les trucs avec son ex-femme et que c'est son témoignage contre le sien, etc. Bon, là, en l'occurrence, quand tu vois que le témoignage de son ex-femme, qu'elle a obtenu l'ordonnance restrictive, qu'en plus de ça, ça concorde avec les témoignages de tout le monde à côté de ça, et qu'il y a la police qui a effectivement bien enregistré qu'il avait eu des gros problèmes à côté de ça, lors de différentes occasions. Voilà, on n'est pas juge, on peut pas porter de conclusion ou quoi que ce soit, mais enfin, tout ça qui culmine par une story où BJ Penn explique que sa mère qu'il est en train de filmer là, vous pouvez aller taper le nom de sa mère sur internet, Lauren Sheen, c'est la même personne, il explique que c'est pas elle et que c'est un clone et que c'est le gouvernement et qu'on en veut à lui. Bon, là, voilà, il y a sans être Batman, sans être Sherlock Holmes, sans être détective Conan, il y a un énorme problème, quoi. Après, non, non, évidemment qu'il y a un problème avec BJ Penn, mais moi la vraie question que je me pose pour ça, c'est que fait l'UFC dans ces situations-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'UFC intervienne plus? Parce qu'évidemment, ça fait beaucoup de sous pour l'UFC de s'occuper de tous ces gars à problème potentiellement, mais tu vois, comme on l'a dit, c'est un sport où il y a évidemment des risques, et quand tu vois une légende comme ça, qui est en train de finir comme ça, même un Conor, tu vois, où on commence à se dire, bon, le mec va peut-être finalement un jour basculer complètement dans la folie, ce serait peut-être bien aussi que l'UFC s'en mêle un petit peu et fasse un peu ce que fait la NFL aussi. Aujourd'hui, t'as un vrai programme d'accompagnement pour les mecs pour éviter que financièrement ça puisse être compliqué pour eux parce qu'on sait que les gars dépensent énormément d'oseille et qu'il y a vraiment beaucoup de risques liés au sport. Et c'est vrai que tu vois, quand tu vois un mec comme BJ Penn où t'as beaucoup de gens qui ont découvert le sport avec lui, je ne souhaite évidemment pas ça parce que j'adore ce gars, Max Holloway, avec aussi toutes les punitions qu'il a pu prendre et le menton d'acier. Max Holloway Max Holloway, il n'y a pas de question de retraite pour lui, donc il va peut-être encore combattre pendant 5 ans. Max Holloway dans 15 piges, il peut peut-être être dans une situation compliquée. Ce serait peut-être bien, tu vois, que l'UFC soit puisse mettre le haut là, ou soit leur offre aussi la possibilité de dire, bon, les gars, là, on sent clairement que
votre carrière, ça va pas aller dans le bon sens. Tu t'es sur 2 défaites consécutives, viens, on te met dans notre ligue, comme on en avait parlé, dans notre ligue de grappling, ou viens, on t'offre un rôle d'ambassadeur. Voilà. On te met un rôle d'ambassadeur, et puis t'es bien, t'arrêtes de prendre des coups et après, on avance. c'est ce qu'ils ont fait, hein. C'est ce qu'ils ont fait pour Chuck Liddell, par exemple. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque, parce qu'il y avait les frères Fertitta qui n'avaient pas cet objectif de rentabilité qu'il y avait maintenant. Oui, ils avaient fait ça pour et Matt Hughes aussi. Il y avait Matt Hughes, et le seul qui bossait, c'était aussi Forrest Griffin qui avait ça, et le seul qui bossait effectivement, c'était Forrest Griffin. Et donc quand il y a eu les nouveaux propriétaires, bah ils ont viré Matt Hughes et Chuck Liddell malheureusement pour eux. Mais moi je pense que vraiment, tu vois, l'UFC. Forrest Griffin, d'ailleurs, qui lui aussi, je sais pas s'il a toute sa tête. Hein. Ouais. Enfin bon. Ouais. Mais tu vois, je pense vraiment que parce que là, oui, là c'est là pour BJ Penn et selon toute vraisemblance, hein, c'est terrible pour lui, mais ça va pas aller en s'améliorant parce qu'on sait que ces maladies-là, bah, c'est de pire en pire tout simplement. Mais c'est vrai que la vraie question, et souvent on en parle, et moi vraiment, j'ai ce sentiment-là qui est dur, c'est quand tu vois, je vois des mecs qui sont en prélim où tu vois, tu sais que le gars va jamais être champion. Tu vois, typiquement, Blagoy Ivanov, tu le vois combattre, il se prend des parpaings de l'espace, il sera jamais millionnaire et tu te dis, putain, Blagoy Ivanov dans 20 ans, ça va être compliqué pour lui. Et du coup, et pour toi, en gros, ce serait quoi l'accompagnement qui devrait, enfin, ou théoriquement qui pourrait mettre en place? Bah pour moi, ce serait vraiment d'être dans un truc déjà où, typiquement, quand il y avait eu Michael Bisping qui s'était pris knockdown puis soumission contre Georges Saint-Pierre et qui combat 25 jours après contre Kelvin Gastelum. En fait, normalement, jamais, au grand jamais, tu affrontes Kelvin Gastelum et sur la première droite, tu te fais éteindre. En fait, tu respectes vraiment les temps de suspension des gars. Tu les fais combattre avec le plus d'espacement possible. Je pense qu'à mon sens aussi, l'UFC... Le fait qu'il y ait les contrôles antidopage, tu pourrais faire un certain nombre de contrôles vis-à-vis des gars, leur faire, je sais pas, plus régulièrement des scanners, des choses comme ça, en même temps que tu fais ton contrôle antidopage. Même si sachant qu'on rappelle que le CTE ne peut être détecté qu'après la mort. Ça, tu peux pas le voir, mais tu peux voir, tu vois, si les mecs ont des... Enfin, tu sais, ils font des sparring appuyés, tu sais, tu fais même des petits contrôles pour voir s'il se passe des choses un peu... Puis surtout... avec les profils un peu à risque, hein, avec Ghost, on peut vous faire une petite liste de 10 noms où tu te dis, bon, on va checker si tout va bien pour eux en ce moment. Donc, à mon sens, faire ça, et puis dès que les gars ont, tu vois, je me souviens, c'était avec la FMMAF, quand il y avait eu les premiers événements, je crois que c'est toujours d'actualité, hein, je sais pas, mais tu sais, Alistair Overeem n'aurait pas pu combattre en MMA en France, Donald Cerrone non plus, parce qu'à partir du moment où t'as tant de défaites et tant de défaites par KO, tu peux pas combattre tout simplement en MMA. Et faire un truc comme ça, tu vois, de dire, bon bah ok les gars, là ça y est, je dis, enfin parce qu'il y a des gars qui s'en sont pris vraiment beaucoup, allez, tu t'es pris 4 KO en carrière et pas KO encore, mais tu vois, tu t'es pris 4 KO à l'UFC, c'est bon, on te fait passer dans notre ligue de grappling où malheureusement, ça y est, tu peux plus combattre. Et ça peut être dur pour certains gars et ce sera, oui, très frustrant, mais c'est vrai que tu vois, je pense que mettre une limite comme ça éviterait que les gars partent de cette manière, parce que même si pour l'UFC qui aujourd'hui regarde vraiment le côté business, bah entrevoir une légende qui est comme ça et où des gens qui découvrent le sport vont dire on va jamais mettre notre gamin là-dedans, on va pas soutenir le truc, ou alors tu dépenses certes beaucoup de sous, mais les mecs sont dans un bon état de santé, ou en tant que faire se peut en tout cas, bah tu t'évites, je pense, quand même une image qui est assez toxique pour ton sport. Ouais, non, en soi, c'est vrai que ça, c'est. En plus, si tu sais que c'est dans le règlement et que c'est comme ça que ça marche avec l'UFC qui mettent en place, hein, je sais pas, comme tu disais, 3, 4, 5 KO maximum, et à partir de 5 KO avec nous, bah en gros, soit nous, en tout cas, tu ne pourras plus travailler avec nous, ou si tu veux rester avec nous, effectivement, on te bascule dans notre ligue de grappling ou un taf à côté, etc. Mais ouais, c'est sûr. Parce qu'en vrai, tu vois, on regarde, c'était James Vick. Tu vois, James Vick, là, quand c'était pris le KO de l'espace à Karaté Combat, mais je veux dire, la fin de son run à l'UFC, le mec n'a rien à faire dans un combat professionnel. Parce que oui, qu'on rappelle, hein, on rappelle ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris le KO à Karaté Combat et après, c'est quoi déjà? Il est resté inconscient pendant plusieurs heures. 2 jours. Putain, c'était ça, t'as raison. 2 jours dans le coma. Je regarde en même temps, ouais. Je crois qu'il a passé 2 jours dans le coma et même à l'UFC à la fin, il s'était pris 3 KO à la suite et dont je crois le dernier, pareil, était vraiment dans le mal. Et donc tu te dis, tu finis comme ça à l'UFC, ensuite tu vas à Karaté Combat, 2 jours dans le coma. Et le mec, ensuite c'est le président de Karaté Combat qui a dit, James Vick voulait encore revenir. Ouais. Et le gars a dit, bah non, je suis vraiment désolé, mais là on ne peut plus te faire combattre, tu vois. Ouais. C'est ça, c'était. Ouais. Vas-y. Et c'est là que tu te dis, c'est bien quand même que le gars, bah, toute proportion gardée, parce qu'il a quand même fait combattre James Vick, mais que le mec ait dit stop. Mais sauf que le gars de Karaté Combat encore, il a quand même un petit peu de
de responsabilité vis-à-vis de ça, mais t'es une organisation régionale, tu te dis putain James Vick c'est quand même un nom, t'as envie de faire monter ton champion lightweight tranquille pour qu'il se tape un vétéran UFC qui a affronté James Vick qui meurt d'envie de combattre, donc en plus vu que je pense que ça se précipite pas au portillon pour l'avoir, il va accepter. Je pense que tu vois à un certain moment il faudrait quand même pouvoir mettre le haut là sur certains gars comme ça, parce que voilà, comme tu dis, on vit à crédit. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette. Mais à partir du moment où on trouve un moyen de résoudre tout ça, oui, bah c'est parti. Là, les gars peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que pour le sport, c'est chaud. Et de voir un mec comme BJ Penn comme ça fait flipper. Et quand tu vois les moyens qu'a l'UFC, parce que vous voyez, quand des mecs sont blessés, ils peuvent vraiment faire avancer les choses. Je pense que s'il était accompagné par une entité comme l'UFC, ce serait complètement différent. En tout cas, on n'aurait pas toutes ces histoires-là, parce que typiquement, un truc comme ça, en fait, BJ Penn n'a plus accès à son téléphone portable et sort pas des trucs où il dit sa mère, c'est pas... Enfin, quand t'es à ce stade-là de ta mère n'est pas ta mère... Chaud, c'est... Parce que là, c'est plus du ressort de l'UFC, tu vois. Le fait de... Parce que l'UFC, ils peuvent uniquement aller sur... nous, on ne permettra plus que tu combattes avec nous, en tout cas. À la limite, s'il peut y avoir une entente avec les commissions athlétiques américaines, parce que t'empêcheras jamais... Si le mec veut aller combattre en Serbie, en Roumanie ou en Biélorussie, il ira. Et là, ça devient son problème. Et en gros, c'est vraiment lui qui... et là, il n'y a plus de juridiction. En tout cas, on la dépasse pour l'UFC ou même les States ou quoi que ce soit, à la limite. Mais pour... parce que tu sais que, enfin voilà, là il faut dire les termes très clairement. Là, on est à un niveau où il faudrait presque qu'il soit en hôpital psychiatrique, BJ Penn. Mais là, enfin, je pense que tu vois, l'UFC, ce qu'ils ont fait pour Shane Carwin, c'est que quand Shane Carwin est venu les voir, ils ont aidé Shane Carwin financièrement. Donc ils peuvent les aider financièrement, ils peuvent mettre en place effectivement des systèmes où ils limitent le nombre de KO que tu peux prendre, ils peuvent les aider ensuite peut-être à avoir une transition professionnelle. Mais après, là, pour tout ce qui est de les emmener, ou en tout cas demander à ce qu'ils puissent aller en hôpital psychiatrique, ou en tout cas proposer, ou enfin, je sais même pas comment ça marche, tu vois. Ou alors justement qu'ils aient un accès limité aux réseaux sociaux. J'en sais rien, je ne sais même pas comment ça marche, et même si c'est possible, mais je suis quasiment sûr que là, c'est plus du tout du ressort de l'UFC. Hein. Ah mais c'est plus de leur ressort parce qu'ils ne veulent pas que ce soit de leur ressort. Mais tu vois, la NBA et la NFL... malheureusement ils peuvent pas faire ça pour tout le monde, mais quand t'es une légende, ils mettent tout à disposition pour que tu sois justement dans cette situation là, et donc du coup c'est pas eux directement, mais ils vont mettre quelqu'un pour BJ Penn pour pouvoir l'aider. Bah ils mettent les sous en place en fait, ils mettent l'argent en place pour par exemple. Vas-y. Et pour un mec qui serait dans la situation de BJ Penn par exemple, il ferait quoi? Ah bah tu vas avoir tout un accompagnement. En fait, aujourd'hui, ils vont mettre en place tout un accompagnement qui fait que, aujourd'hui, c'est complètement différent parce qu'il a pas de problème et tout. Mais je veux dire, un mec comme Karim Abdul-Jabbar, aujourd'hui, il a vraiment un statut avec la NBA qui fait que, en fait, l'argent n'est pas un problème pour lui. Il y avait un mec aussi, pareil, il a pas du tout de problème et tout, mais un gars comme Robert Horry, Gary Payton, ils ont ce statut d'ambassadeur qui fait que là où leur après-carrière avait été compliquée financièrement, aujourd'hui, ils sont dans une situation où, imaginons, je sais pas, t'as des frais de santé et tout, t'es rincé par la NBA, plus chaque fois qu'il y a un événement à Abu Dhabi, un événement à Paris et tout, ils vont te faire venir en tant qu'ambassadeur. Donc là où tous les trucs où tu peux te dire que le gars est un peu laissé tout seul dans son coin, forcément là ils vont mettre en place les choses pour que tu sois accompagné. Donc c'est pas directement ça, mais à partir du moment où tu restes dans ce système-là, je veux dire, un gars comme Forrest Griffin aujourd'hui, le mec il est boss de l'UFC Performance Institute, il a accès à absolument tout qui fait, même un Michael Bisping. Tu vois, il se plaint, et Daniel Cormier aussi, tu vois, il se plaint souvent de ses problèmes de dos & co. Je pense que Daniel Cormier tout seul et Daniel Cormier aujourd'hui avec l'UFC, t'as accès à beaucoup plus de choses que si t'es dans ton coin, que quand t'es avec l'UFC Performance Institute. Non, je suis d'accord pour ça. Après, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment que là, je pense qu'il en est à un point BJ Penn où je pense que l'UFC ne peut plus rien faire, dans le sens où je crois qu'il n'a pas de souci d'argent, BJ Penn, d'après ce que j'ai compris. Donc, de ce côté-là, ça va. C'est simplement que, visiblement, soit il n'a pas été traité ou diagnostiqué, soit, en tout cas, s'il y avait besoin de trucs à prendre, de médicaments ou de temps à passer dans un organisme, un hôpital psychiatrique, visiblement, il ne l'a pas fait. Mais en gros, c'est juste que, pour moi, effectivement, c'est toujours mieux, et s'il peut y avoir un accompagnement. Mais effectivement, là, pour moi, on en est dans une situation où, comme c'est dans la vie privée de BJ Penn et comme c'est vraiment des trucs qu'il fait à côté, je pense que l'UFC là, ils ne peuvent vraiment plus rien faire. Et s'il n'est pas diagnostiqué non plus, oui, c'est toujours ça le problème. Ouais. Et c'est vrai que et là, l'autre question qui se posera, c'est à partir de moment où, enfin, tu choisis d'accompagner qui. Mais c'est vrai que tu vois,
à mon sens, tu vois, quand t'as quelqu'un qui pèse autant comme ça, faudrait faire en sorte que le mec il soit pas laissé dans son coin comme ça, et qu'on soit, tu sais, juste témoin du truc, parce que c'est vraiment ça qui rend mal. À la manière de ce qui s'était passé avec Tony Ferguson, tu vois, ou même, toute proportion gardée, là, il y a plus de soucis visiblement, mais tu vois, John Jones, où tu voyais que c'était, bon bah voilà, en fait, quand le mec a des soucis, il combat juste pas à l'UFC, on sait pas ce qui se passe, mais t'as pas ce sentiment de, bon bah l'UFC, ils mettent un, même, tu vois, même Conor, je veux dire, Conor, c'est pas l'UFC qui paye un mec de la sécurité pour qu'il soit tout le temps avec lui, alors que normalement, comme ce qui se passe aujourd'hui avec Mike Tyson qui est accompagné vraiment par les States et tout, pour moi, tu vois, tu devrais avoir un truc comme ça où l'UFC se dise, bah dans nos dépenses, en fait, on sait que ces mecs-là sont à risque. Conor, on a 2 mecs de la sécurité qui sont H24 avec Conor McGregor. Et tu sais que comme ça, le mec va pas se taper avec des fans, il va pas cracher sur les fans de Khabib Nurmagomedov, il va pas balancer des bières, taper un vieux et tout. Donc oui, ça fait des grosses dépenses, mais tu vois, le ratio dépenses plus ce que ça peut te coûter en termes d'image globale et lui pour sa santé, je pense que l'UFC s'y retrouvera aussi. Et pour le mec, au global, je pense que c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, Conor peut se permettre de financer ça, mais combien de gars peuvent financer parce que BJ Penn, quand il s'était pris son KO dans la rue, tu vois, si t'avais un mec qui était là juste pour protéger BJ Penn, je pense que ce serait pas arrivé. Et je sais pas si les mecs refuseraient, c'est ça le truc aussi, est-ce que les gars refuseraient d'être accompagnés comme ça, tu vois? Bah je sais pas, mais après c'est vrai que je me dis, ça fait tellement pour le coup de... Je ne sais, bon, ils ont des milliards bien sûr, l'UFC, le groupe TKO, mais je sais pas s'ils mettraient un mec à temps plein avec chaque mec à risque, enfin je sais pas. En vrai, le poids, parce que c'est ce que Joe Rogan disait dans le podcast, et même nous, on en parle. Et là, la NFL revient bien, mais il y a quelques années, ils étaient vraiment en crise, la NFL. Hein. Parce que quand tu vois, là, il n'y a pas eu longtemps, c'était Brett Favre, légende absolue de la NFL, un des meilleurs quarterbacks de l'histoire. Là, le gars, il a dit qu'il souffrait, je crois, de la maladie d'Alzheimer. Je crois, maladie d'Alzheimer ou vraiment un truc hardcore. Bah, quand t'as une icône comme ça, c'est Kevin Zidane, tu vois. T'as Zidane qui te dit j'ai Alzheimer à cause des coups de tête que j'ai mis dans... Le mec te sort ça, bah là en termes de licenciés, tu vois, juste en termes de business, hein, c'est très très chaud. Et donc, mais heureusement, bah, le mec est quand même une superstar, il a de l'oseille et tout, mais quand il a dit ça, ça a vraiment fait un gros truc. Et là, depuis il y a quelques années, la NFL, ça faisait comme ça parce qu'il y avait de moins en moins de gens qui s'inscrivaient et tout. Il y avait eu aussi le film qui était sorti avec Will Smith qui avait vraiment ouvert les yeux sur ce qui se passait, plus l'étude dont on avait parlé où en gros, à moins que tu sois le mec qui mette les kicks, littéralement tout le monde souffrait de maladies neurodégénératives. Donc je pense que t'as... Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la NFL dépense vraiment beaucoup d'oseille là-dedans. Mais c'est des sommes, c'est très très... Enfin, je pense que tu vois, c'est exactement pareil que la question que va se poser l'UFC, ce que Joe Rogan aussi se posait comme question dans le podcast avec Antonio Brown, c'est aujourd'hui, l'UFC, ils atteignent un stade où ils sont en train d'exploser en termes de communication et tout. Mais forcément, t'exploses. Donc là où avant, bah, ton mec qui pétait un cap, c'était Gary Goodridge, que les gens connaissent pas. Quand tu sais un gars qui s'appelle Conor McGregor, Alex Pereira, Adesanya, qui devient je ne le souhaite pas évidemment, mais si ces trois-là deviennent complètement fous, ça fera beaucoup plus de bruit que quand c'est Gary Goodridge. Et quand il y a ce truc-là qui se passe, c'est compliqué parce que les médias comme ESPN ou même en France, France Télévisions, enfin les médias mainstream, là ils vont en parler à mort de ce truc-là. Et donc l'UFC, ils vont, quitte à se dire, chaque année on dépense 300 millions dans la prévention, bah, je pense que tu es obligé de le faire parce que c'est vraiment pour la pérennité de ton sport. Hein, parce que là, les gens vont quand même se mettre à se dire ce qu'on fait. Et puis surtout, il y a aussi cette question-là qui se posera, qui sera subsidiaire et qui avait avec la NFL, c'est que les joueurs peuvent potentiellement t'attaquer aussi et te dire bah, j'étais dans un état où vous saviez que je m'étais pris des commotions, vous saviez que j'avais, je sais pas, je pouvais pas combattre. Par exemple, la France ne m'aurait pas laissé combattre. Par contre, vous m'avez fait combattre à Las Vegas. Tu vois, enfin, tu peux avoir des questions de procès qui se posent, donc voilà. Mais en tout cas, globalement, pour BJ Penn, c'est quand même très triste, et c'est pas un truc qui va s'arranger. Non, c'est pas un truc qui va s'arranger effectivement. Ça peut peut-être être traité au ralenti, d'après ce que j'ai compris. Enfin, c'est un peu comme les troubles bipolaires, hein, si j'ai bien compris. Enfin, tout ce qui est en gros effectivement maladie ou en tout cas choses liées au cerveau et qui créent des comportements comme cela.
Je crois que c'est, comment il s'appelle déjà, le gars, tu sais, qui était commentateur au Pride, qui était connu pour, et qui est commentateur, je crois aussi, qui était au Strikeforce, qui était au Bellator, Mauricio Ranallo. Ouais. Et moi, en gros, ce gars-là, Mauricio Ranallo, qui était atteint de troubles bipolaires extrêmes, et en gros, il disait que voilà, avant d'être diagnostiqué et avant de me traiter, et donc de prendre certains médicaments qui m'aident à rester plus équilibré dans ma vie, ouais, il disait, en fait, ça devient invivable, effectivement. Donc là, le truc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire effectivement? Bah, il y aurait donc, comme tu dis, l'UFC qui pourrait faire un suivi un peu plus poussé. Il y aurait bien évidemment le fait qu'il faut vraiment que les gens sachent à quel point le cerveau il est détruit en grande partie à l'entraînement et pas que dans les combats. Parce qu'il y a ceux qui... Tu vois, je regardais un reel tout à l'heure de Cowboy Cerrone qui disait que même là, il a pris sa retraite, mais même avant, ça faisait des années qu'il n'avait pas sparé. Justement parce qu'il commençait déjà à avoir des problèmes au cerveau. Et bah voilà, on sait qu'il y avait aussi Robbie Lawler dans le même cas, Max Holloway, et pourtant ils restaient au top de leur game. Donc il y a des gars qui estiment qu'il faut de temps en temps faire des sparring durs pour garder, par exemple, Nassourdine, en gros, il a besoin de savoir qu'il garde les bons réflexes, qu'il fait des sparring où c'est à bonne vitesse pour qu'il puisse développer son jeu, etc., qui ne sera pas adapté s'il travaille à mi-vitesse, etc. Mais effectivement, vraiment bien rappeler que c'est là que ça se fait, c'est là que les dommages se font. Et c'est pour ça que là, ces histoires qui sortent, bah, il y a une histoire c'est aussi parce que voilà, c'est ceux qui combattaient il y a 10, 20 ans qui là commencent à avoir des problèmes et c'est normal puisque donc il y a l'incubation, entre guillemets. Probablement qu'il y en aura aussi beaucoup parmi la génération qu'on connaît là, mais le simple fait qu'il y ait eu cette prise de conscience par rapport au sparring et au fait qu'il faut surtout pas s'allumer plusieurs fois par semaine, ou en tout cas à la tête. Par exemple, Ilia Topuria qui fait des sparring où ils y vont au corps, mais à la tête ils font que du touche-touche, ou alors c'est du touche-épaule. Donc heureusement, je pense que ce sera de moins en moins les conséquences dramatiques d'impact répété à pleine balle. Il y en aura quand même toujours, mais voilà, ça nous permet quand même de le placer. Faites gaffe les gars, et voilà quoi. Voilà quoi. C'est chaud. Mais non, mais c'est chaud parce que même à tout petit niveau. Hein, ah mais je oui. sais que moi j'ai des problèmes au cerveau probablement parce que j'ai commencé le sparring dur trop tôt. Donc enfin c'est flippant parce que ça nous arrive à tous. Eh oui. Message de prévention important, Rust. Eh oui. Eh oui, on n'oubliera jamais. Bon les gars, on a terminé. MyProtein, moins 30%. Ça bouge pas. Oli Moly, boisson énergisante, thé glacé, boisson d'hydratation, milkshake, code la sur 5, moins 5 €, code la sur 10, moins 10%. À la prochaine.